Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle chronique post-fin du monde dans laquelle je voudrais vous parler de l'omniprésence des chiffres et du rôle la relation entre l'usage des chiffres et la fin du monde qui a eu lieu, rappelons-nous. Bon alors voilà, je vais vous parler de l'omniprésence des chiffres. Pour parler du chômage, on utilise des chiffres. Pour parler du climat, on utilise des chiffres. Pour parler de l'emploi, on utilise des chiffres. Pour parler de la catastrophe à venir, on utilise des chiffres. Mais encore pour parler des corps, pour parler des accidents de la route, pour parler de politique, pour parler de migration, on utilise des chiffres. Pour parler de la disparition de telle ou telle espèce, on utilise des chiffres. Pour parler de la biosphère et de notre impact sur la biosphère, on utilise des chiffres. Pour parler de la performance de tel ou tel joueur de rugby ou de football, ou de telle ou telle équipe de rugby ou de football, là encore, on utilise des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres partout. Et pourquoi? Et puis pourquoi faire? Alors voilà, bon, c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Avant de commencer, suite aux commentaires d'une membre de la communauté, le chat ici, c'est pas du tout le chat du Cheshire, donc le chat d'Alice au Pays des Merveilles, c'est le chabus, comme vous le voyez ici, Totoro. Cette précision ultra importante faite, nous pouvons commencer, et on va commencer par le début, le commencement. Chiffre, le mot chiffre, qui par l'espagnol et l'italien, cifra nous est venu du mot arabe chiffre, qui veut dire attention, qui veut dire rien, qui veut dire le vide, voilà, qui veut dire le zéro. Voilà, le rien, le vide, le zéro. Le chiffre, c'est ça, c'est du rien. Et on en a fait le langage formulaire élémentaire de notre langue politique. Alors, dans un monde post-fin du monde, les chiffres sont retournés à la niche. Les chiffres sont retournés à la niche, ils sont redevenus ce qu'ils sont, c'est-à-dire simplement une manière d'écrire les nombres premiers au service de la compréhension d'un calcul ou de la performance d'un calcul, et pas un langage formulaire de la pensée pure qui sert de lieu commun indiscutable aux discussions, aux argumentations politiques. Bon, voilà. Je veux vous parler de l'usage du chiffre dans la sphère publique en tant que fait social, pour essayer de le comprendre. Comment son développement dans les sociétés qui ont créé la fin du monde est lié justement à cette abolition du monde. Alors, je vais commencer par un exemple très simple. On parle souvent du réchauffement climatique en termes de chiffres, par exemple 1,5 ou 2 ou 3 degrés. Ce sont des chiffres qui nous permettent de comprendre à quel point nous sommes en ligne avec certains objectifs ou incapables d'être en ligne avec ces objectifs, c'est-à-dire capables de faire la météo mondiale ou de la subir du fait de notre action immaîtrisée. Mais ces chiffres-là, 1,5, 2, 3, ne disent strictement rien des raisons pour lesquelles nous sommes devenus collectivement incapables de modifier les trajectoires industrielles et économiques. Ces chiffres ressemblent en quelque sorte à des caches-misères auxquelles on s'accroche pour croire que quelque chose est encore possible. Vous voyez ? C'est en s'accrochant à ces non-signifiants, à ces riens, à ces vides, qu'on est devenu collectivement incapable d'adresser tous les pans de la vie collective qui pourraient, au bout d'un moment, avoir effectivement un impact sur le monde et sur le monde commun et sur le monde et ce que nous en faisons. Bien. Alors, on traite, quand on parle du dérèglement climatique ou de la prise en main humaine, ce qu'on pourrait appeler le règlement climatique, c'est plus le dérèglement, c'est le règlement climatique, on traite d'une question profondément politique qui adresse tous les pans de la vie des collectifs humains, la répartition des statuts, la répartition des biens, le sens de la vie en commun. Et quand on n'utilise que des chiffres pour le décrire, en réalité on a l'impression qu'il s'agit d'un problème technique, et comme si notre impact sur le monde devait être résumé à une somme, le degré, réalisée, mesurée par un arbitre ingénierial de l'existant, qui serait le seul à pouvoir réaliser la mesure, tenir le thermomètre et dans le fond piloter les arbitrages nécessaires à l'atteinte des objectifs, ou en tout cas pour le moins attribuer des notes. Hein. Est-ce qu'on y atteint, est-ce qu'on n'y atteint pas? Bon. Alors, cette mise en chiffres du monde a une histoire, elle est très récente. C'est une histoire qui date des dernières révolutions industrielles, une histoire qui est diffuse, aussi bien ancrée dans l'histoire de la presse, et notamment de la presse américaine, l'histoire des fascismes, l'histoire des sociétés soviétiques,
qui ont développé par exemple les plans quinquennaux, qui consistent vraiment à faire une mise en chiffre de l'effort social collectif. On pourrait voir aussi l'histoire de l'économisation de la vie sociale et plus tardivement de la politique. Mais pour aller plus vite, mettre le monde en chiffres, c'est typiquement interpréter le monde avec les lunettes d'une rationalité occidentale récente qui cherche essentiellement à rendre le monde prévisible et maîtrisable. Et si l'on veut bien, pour être prévisible et maîtrisable, mesurable et opérationnalisable. Bien. Alors, moi j'ai appris à m'en méfier, notamment parce qu'en tant que sociologue ou anthropologue, évidemment, on s'en sert beaucoup des chiffres, on se sert des statistiques, on fait des petits sondages, on fait des sondages, on fait des questionnaires avec des analyses quantitatives, des résultats, notamment des questionnaires fermés. Et la plupart du temps, en réalité, la démonstration de chiffres est, dans nos métiers, un cache-misère. Ça peut être utilisé de manière très féconde. Quand on réussit à démontrer que, par exemple, comme Bourdieu l'a fait, que le système scolaire français est là pour maintenir les inégalités, on a démontré, chiffre à l'appui, un point qui s'énonce dans le champ du politique et du symbolique très simplement. Et c'est ça qui fait scandale. Le système scolaire est fait pour maintenir les inégalités. C'est pas le chiffre qui fait sens. C'est l'interprétation du chiffre par la suite et la prise de position politique à partir du chiffre. Mais la plupart du temps, dans mon métier, le chiffre sert à cacher les misères. Par exemple, on va présenter des demandes de subventions ou présenter des résultats très défaillants en les masquant avec des chiffres. J'ai encore en tête un projet européen dans lequel il était demandé une subvention à l'Union européenne pour développer une molécule dont il était effectivement démontré qu'elle pouvait faire gonfler les personnes âgées, stopper un processus qui s'appelle la sarcopénie et qu'on décrit comme la fonte des muscles. Et donc, il s'agissait de développer cette molécule et que ce soit moins cher de la produire pour que nos anciens deviennent un peu des musclores, hyper baraqués en prenant cette molécule-là. Et donc, il y avait les chiffres de la démonstration du bénéfice clinique, il y avait les chiffres du plan d'affaires qui devait être extraordinaire parce qu'il montrait une population en manque, en besoin, qui avait besoin de devenir musclore, etc. Tout ça faisant l'impasse sur le point essentiel, est-ce que nos vieux ont envie de devenir des musclores? Et donc tout ça faisant l'impasse sur un point essentiel, ces chiffres faisaient exister une réalité qui n'existe pas. En réalité, il n'y a pas de demande pour ce produit-là. Pas du tout. Pas. Donc voilà, on va se méfier du fait que, alors qu'on a l'impression que le chiffre, le fait de dire le monde en chiffres, de dire ah bah dis-moi la vérité, t'as des chiffres, etc., c'est donner, c'est mettre en commun un langage formulaire d'une pensée pure, c'est-à-dire non corrompu par une appartenance partisane, par une forme d'interprétation plus proche de tel ou tel registre symbolique, même si on a l'impression de mettre du pur entre nous, en réalité, on met simplement un outil qui peut être déformé dans tous les sens. C'est des choses qu'on sait très bien, mais qu'on met rarement en perspective. Alors, pour moi, c'est vraiment, la plupart du temps, le fait de dire le monde en chiffres, une façon de faire l'économie du réel, du monde comme matérialité et comme signifiant, c'est-à-dire comme matérialité qu'on doit interpréter collectivement. Voilà. Alors, pour moi, il est important de se rappeler que le chiffre n'est en quelque sorte qu'un alphabet, parmi d'autres, pour dire les nombres dans le cadre de telle ou telle mathématique, sachant que d'ailleurs l'algèbre et la logique peuvent très bien se passer de chiffres. Bien. C'est simplement un moyen d'écrire ce qu'on compte. Voilà. Et il a existé dans l'histoire humaine d'autres écritures des chiffres, d'autres systèmes mathématiques. Il n'y a là rien d'absolu. Bon, avant d'aller plus loin, je veux reprendre mon credo et vous rappeler que la fin du monde a déjà eu lieu, que nous sommes déjà incapables de nous corriger en fonction de nos erreurs et de nos crimes, que nous sommes abolis en tant que possibilité de liberté, que nous avons parcouru un joli trajet entre Hiroshima et Fukushima. Tenez, il se forme 20 000 km² de zones mortes sans oxygène et sans vie chaque année, et sans poissons dans le golfe du Mexique, selon la fondation Heinrich Böll. La soi-disant catastrophe n'est qu'un argument au service d'une gouvernementalité déjà en place. Alors,
pour nous remettre dans l'esprit de ces chroniques-là, ce que j'essaye de vous dire, c'est que mettre le monde en chiffres aujourd'hui, ça participe aussi de la négation du monde comme matérialité et comme interprétation. Et ça participe aussi de la fin du monde. C'est pourquoi dans le monde post-fin du monde, on se rappelle, tout simplement, à chaque instant, qu'un chiffre n'est qu'une manière d'écrire un nombre. Ça n'est rien de plus. Et qu'un nombre, c'est que le résultat ou un élément dans un calcul. Rien de plus. Et que ça ne dit pas le monde. Bien. Alors, revenons sur notre thématique. J'écoutais récemment une conférence de Pablo Servigne qui nous disait, à propos de l'effondrement, de son ouvrage Une autre fin du monde est possible, ce livre, c'est juste une mise en récit de chiffres catastrophiques. Alors, c'est très intéressant. Il a raison, il faut mettre en récit les chiffres parce que les chiffres ne disent rien par eux-mêmes. Mais rien que le fait de dire chiffres catastrophiques, pour moi, c'est déjà une question. Déjà, tout se passe comme si, pour lui, au commencement, était le chiffre. Comme si les chiffres étaient devenus le réel primordial, le commun à partir duquel on peut se distinguer des interprétations. Mais non, au commencement était le verbe, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et notamment pourquoi le verbe c'est plus intéressant que le chiffre, parce que comme le verbe n'est pas neutre, comme on n'est jamais tout à fait sûr que quelqu'un, quand il pense rouge, il pense au même rouge que vous, eh bien il faut se faire confiance pour imaginer qu'on comprend la même chose. Et donc une langue est nécessairement un engagement de signes de reconnaissance réciproque. On se reconnaît en même temps qu'on fait semblant de se comprendre parfaitement, ce que le chiffre propose d'évacuer. Donc il n'y a pas cette dimension symbolique qu'il y a dans le verbe, où on est obligé de s'aimer un peu pour se comprendre, au moins de se reconnaître comme ceux qui comprennent de la même manière. Avec le chiffre, on fait l'économie de cette puissance sociale du verbe. Bon, mais je reviens à mes moutons. Les chiffres sont creux, ils sont vides. Ils ne font qu'écrire un nombre sans rien en dire. Et dès qu'on s'en contente, on s'affaiblit. On s'affaiblit peut-être sans s'en apercevoir. Je vous prends un exemple. Si on prend la Seconde Guerre mondiale comme quelque chose qu'il faut chiffrer. Bon. Alors on va dire, oui, la Shoah, c'est 6,5 millions de morts, par exemple. Mais dès qu'on se place sur ce terrain-là, alors on va s'entendre dire que, oui, mais peut-être il y a eu plus de Russes qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, peut-être 20 millions, et on va perdre le sens immédiat de la Shoah qui peut être compris par les mots, et qui consiste à dire c'est la volonté délibérée d'exterminer un peuple. Et ça, c'est beaucoup plus fort que d'essayer de faire des joutes de chiffres, évidemment. De la même manière, si vous dites, voilà, quand on a inventé les armes chimiques, on a créé la possibilité de telle et telle et telle tuerie, on peut aussi, à cet endroit-là, si on fonctionne uniquement à base de chiffres, montrer qu'en réalité, une guerre, c'est une économie de mort. On perd toute la chair, tout le symbolique, tout ce qui permet réellement de comprendre et d'engager de manière politique ce qui se passe sous nos yeux. Bien, si vous réduisez la santé d'un pays aux chiffres de la croissance, du déficit des comptes publics, de l'inflation et du taux de chômage, vous prenez, discrètement, mais vous prenez néanmoins, une position politique très forte et de manière odieusement discrète. Mais c'est effectivement déjà prendre position, alors qu'on se présente neutre derrière des chiffres. Bien. Si je vous dis, voilà, en 1970, 165 millions de touristes ont parcouru le monde. En 2017, c'est 1323 milliards de touristes qui ont parcouru le monde. 1323 milliards. Alors, d'abord, ça veut strictement rien dire, 1323 milliards, puisqu'on n'est pas autant d'êtres humains. Je suis obligé d'aller vérifier dans ma source, en l'occurrence, manière de voir le progrès en procès. Et c'est bien le chiffre qui est donné, et il est donné par l'Organisation mondiale du tourisme. Alors ça veut dire qu'en fait, le touriste, c'est pas un individu humain, c'est un agent économique qui fait un déplacement. Alors voilà, 1323 milliards de touristes dans le monde. Alors, pour comprendre ce chiffre, d'abord, il faut d'abord faire ce premier pas. Vous voyez que mon incrédulité a fait pour moi.
a fait pour moi, pardonnez-moi, qui consiste à dire mais 1323 milliards, ça ne peut pas être des individus. Ça veut dire qu'on a réduit le calcul de l'action individuelle à celui de l'agent économique tel qu'il se manifeste par l'action économique, c'est-à-dire un voyage de tourisme. Bon. Deuxièmement, il existe, puisque c'est eux qui donnent le chiffre, une organisation mondiale du tourisme. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça, anthropologiquement, de notre rapport au monde? Enfin, comme si le tourisme était devenu quelque chose comme un droit du citoyen universel, comme une activité anthropologique fondamentale. Et par ailleurs, c'est qu'on a inventé une manière de traverser le monde en tous sens sans jamais voyager. Et sans non plus être nomade. Ça, effectivement, c'est un vrai changement anthropologique. Bon. Mais voyez le chiffre, 165 millions, 1323 milliards, en fait, c'est simplement, strictement, creux, vide, incompréhensible, silencieux, en quelque sorte. Et ça a fait l'économie de la transformation de notre relation à la planète. Voilà. Alors, je sais pas, on peut prendre des milliers de chiffres comme ça quand on vous dit... WWF France nous dit qu'il faudrait 2,8 planètes si tous les humains consommaient comme des Français. Mais que dit ce chiffre? Qu'est-ce que ça veut dire 2,8 planètes? Le simple fait de le passer en chiffre permet d'imaginer l'aberration suivante, il existerait 2,8 planètes. D'une certaine manière, c'est toujours se maintenir par la mise en chiffre loin de l'horreur de la réalité. Le plus loin possible de l'horreur de la réalité, puisque si le temps de le dire, le temps de prononcer le chiffre, on s'est comme extrait du réel pour pouvoir dire bah oui, un français, ça correspond à 2,8 planètes, comme il y avait autant de planètes, par exemple, que de choux-fleurs ou de carottes, et que ça pouvait repousser. Non, là, il s'agit d'une abstraction en chiffres, c'est un pur calcul, mais pour l'instant, ça ne veut rien dire. Et le fait de le dire et d'en faire un argument, un objet politique commun, nous fait oublier que dans le fond, c'est strictement impossible, c'est une aberration. Mais même 1,00001 planète, c'est une aberration. Il n'y en a qu'une. Et c'est la planète, c'est pas un chiffre. Bien. Petit dernier chiffre comme ça pour la route, quand on vous dit en 2017, 5 milliards d'humains ont accès à l'eau potable, qu'est-ce que ça vous dit de la soif et du choléra des 2 milliards d'autres humains? Qu'est-ce que vous en recevez? On vous dit, voilà, il y en a 5 sur 7 qui ont un accès à l'eau potable. Mais qu'est-ce que ça vous dit de la vie des autres? Qu'est-ce que vous pouvez réellement en comprendre? Et est-ce qu'à un moment donné, on ne se cache pas derrière cette manière de dire le réel pour ne surtout pas être saisi par ce qui est réellement décrit? Est-ce qu'on n'est pas là dans un effort pour faire taire le réel? Bien. Tout en imaginant qu'il est plus parlant de ce point de vue neutre. J'ai en tête le cas d'une... J'essaie de vous expliquer pourquoi le fait d'utiliser le chiffre non pas comme manière d'écrire les nombres premiers à l'intérieur d'un calcul, mais en tant que aboutissement, langage formulaire de la pensée pure en politique, comme lieu commun, j'essaie de vous montrer comment c'est une manière de devenir idiot, comment c'est une manière de perdre de vue le réel. J'ai en mémoire comme ça une municipalité, une ville polonaise de 700 000 habitants, qui est venue nous voir en disant très sincèrement vouloir lutter contre l'asthénie dont souffrait son centre-ville, et qui se débat avec des chiffres qui ne lui disent rien, comme par exemple la dépopulation de la ville, les gens qui partent, voilà. Il y a à peu près 700 000 habitants, les gens s'en vont. Le vieillissement de la ville, les gens vieillissent. Et puis l'argent investi dans la revitalisation qui ne fonctionne pas. Mais regardez ces chiffres. C'est ne pas regarder l'histoire de la ville et ce que ça explique, c'est ne pas regarder ce qui explique les très faibles niveaux de salaire dans cette ville, et notamment la concurrence de travailleurs qui viennent de Bulgarie et d'Ukraine, c'est ne pas regarder ce que signifie revitalisation. Le bureau de revitalisation, c'est le bureau des expulsions et des recouvrements de dettes. Et donc en fait, revitaliser, ça consiste surtout à virer les anciennes populations. Bref, c'est se cacher derrière des chiffres permet de ne pas voir toutes les dynamiques, tous les rapports de force, toute l'histoire qui font que la ville est ce qu'elle est aujourd'hui et qu'effectivement son centre-ville est mort, complètement mort. Bon, mais tout n'est pas perdu, peut-être on va arriver à faire quelque chose. Alors, je voudrais aller un tout petit peu plus loin, parce que je ne crois pas que l'amour des chiffres ne soit qu'un économicisme ou un mode robotique d'être au monde ou une volonté
d'objectiver, naïve et sincère, et qui voudrait par là même échapper à la pensée partisane. Il me semble qu'il y a quelque chose de plus lourd. Pas simplement une volonté de cacher la misère, je repense aussi à, puisqu'on en a parlé dans les échanges qu'il y a dans les messages, du texte de Victor Klemperer, le philologue allemand, LTI, la langue du Troisième Reich, qui est son journal écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, et dans lequel il écrit à un moment donné l'hyperinflation de chiffres dans la presse fasciste, où on annonçait sans cesse 20 000 km de nouvelles routes, 30 000 tanks fabriqués, 300 000 km conquis, je sais pas, etc., etc., et qui allait avec une multiplication des superlatifs. Le plus grand, le meilleur, le machin. Et au début, il voit ça comme un américanisme. Il a l'impression que normalement, c'était toujours dans la presse américaine qu'on voyait ça. Parce qu'un jour, il avait traduit un article, et à côté de son article, il y avait marqué « L'homme à 30 pieds d'intestin », et il avait été très choqué par cet usage du chiffre dans la presse américaine. Donc au début, il voit ça comme un américanisme, mais progressivement, il voit vraiment ça comme un délire cache-misère. Mais pour aller un petit peu plus loin, allons un petit peu plus loin. L'usage du chiffre dans le sens commun, pour le sens commun, et comme lieu neutre dans le sens commun. Qu'est-ce que ça cache et comment on peut l'interpréter? Bon. Évidemment, on peut voir d'abord l'utilisation abondante d'un outil aisément manipulable et qui sert à cacher la misère. Prenez par exemple les chiffres du chômage, ça c'est une évidence. Il y a à peu près un cinquième de la population, entre un cinquième et un quart de la population active en France qui est au chômage. En ne donnant que la variation des catégories A, B, C, D ou E, etc., on peut donner l'impression qu'on est à environ 9% de taux de chômage, alors que c'est beaucoup plus probablement, si on faisait les statistiques sérieusement, autour de, 22%. Bon, ça, typiquement, c'est voilà, l'usage d'un cache-misère. Bon, ensuite, c'est affirmer sans cesse le primat du technique sur le politique, le primat du calculable sur le politique, et le primat à l'intérieur du politique de ces éléments calculables, maîtrisables, peut-être aussi sur le moral. Bien. Et pour moi, c'est vraiment adresser les problèmes politiques comme des problèmes techniques. Or ça, Balandier, anthropologie politique, c'est vraiment ce qui caractérise le mode de gouvernance coloniale et qui caractérise d'une certaine manière aussi ce qu'est devenu la gouvernance dans les démocraties néolibérales. C'est-à-dire que vraiment on traite le problème politique comme un problème technique. Ce n'est ni de droite ni de gauche, c'est un problème de chiffres. Donc c'est une désidéologisation et un lieu où on va, au nom d'une compétence ingénieriale du réel, dessaisir les autres sujets de leur qualité de sujet politique. Alors c'est encore rechercher assez naïvement et parfois même innocemment une position pure, une position propre à partir de laquelle décrire le monde et le monde social. Bien. Alors pour moi, c'est énormément vouloir trouver un accord sans amour. Hein, voilà. Vouloir trouver un accord sans accord sur le symbolique, sur les signes de reconnaissance réciproque. Alors que finalement, en utilisant les chiffres pour trouver un accord, on se repose sur quelque chose d'assez violent, c'est-à-dire dire le monde techniquement à coup de chiffres, c'est-à-dire à coup de calcul, avec une rationalité calculante, avec ce que Georg Simmel appelle la sphère superficielle de la conscience. Pour moi, voilà, c'est croire désespérément que l'on maîtrise encore quelque chose, à minima ce qui sort de sa bouche, et ce qui rentre d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est une espèce de contrôle, on veut purifier ce qui rentre et ce qui sort, en évitant toute trace de corruption, toute trace d'échange, toute trace de mélange dans la construction de ce qui sort. Et réussir à faire du symbolique désymbolisé, réussir à faire de l'échange sans échange, devenir en quelque sorte des instances échangeant par chiffres interposés un langage formulaire de la pensée pure qui désymbolise la relation et purifie la relation de tout risque de l'altérité. C'est pourquoi le surusage du chiffre dans l'espace commun, dans l'espace public et dans le sens commun, est pour moi une caractérisation de la fin du monde et que le chiffre retournera à la niche dans l'espace post-fin du monde. Voilà.
Alors, j'aurais pu vous parler de Frege et de Russell, mais bon, ça va un peu long. Puis je m'étais promis de faire une vidéo courte aujourd'hui. On revient au point essentiel. Dans le monde post-fin du monde, le chiffre est redevenu ce qu'il doit être naturellement, c'est-à-dire un outil d'écriture au service des opérations de calcul. Point. Et il a déserté l'espace fabuleux de nos discussions sur les futurs possibles à l'intérieur du monde post-fin du monde. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.